Bonjour et bienvenue pour ce match de l'équipe de France de rugby d'une importance. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à toutes et à tous, dernière de la saison de Kick-Off Rugby, ça y est, on fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end et pour cette dernière, j'ai un joli casting de taulier, Paul Arnoux, Simon Valzer, salut messieurs. Salut. Salut à tous, tout le monde. Très heureux d'être là. Vous allez bien ? Ouais, très heureux, ravi. En pleine forme. Bon, vous pouvez comme d'habitude commenter déjà en direct pour réagir un petit peu avec nous. On va vous faire le déroulé de l'émission dans quelques instants. Et puis vous pouvez retrouver toutes les émissions de la saison. Elles sont disponibles sur Rugbyrama, sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube. Également, on a eu des invités cette saison. On est en direct là. On est en direct. Oui, donc là on est un peu dans la descente au Tour de France. Vous pouvez venir quelques minutes. Oui, voilà. Vous pouvez commenter d'ailleurs. Concurrence le Tour de France là, c'est immense. Festival mieux marché. Le Tour de France tremble d'ailleurs. J'aimerais bien le voir sur un vélo d'ailleurs. Oui, Simon, tu serais pas déçu. Je plains les roues. Tu sais que je suis passionné de VTT quand même. Pas de vélo de route, mais. Non, mais vélo de route, je pensais, tu vois. Ah ouais, non, là, non. Je pense que pas pour ça moi. doit être un peu dur, non ? Non, pas pour moi. Un peu Pour lourd. quelqu'un de mon gabarit, Un c'est peu ça lourd. Bah non, mais les muscles. Allez, les remarques grossophobes. Non, pas du tout. Non, mais oui, on est bien d'accord. Dès que la pente sur un s'inverse. VTT, je pense que tu dois être. Dès que la pente s'inverse, ça va pas pour moi. C'est pas possible. Bon, en tout cas, juste. On a eu quelques invités cette année, je me permets d'en lister quelques-uns, Gaël Ficou, Atis Sogbe, on a eu Acebes, Antoine Zegdar aussi, donc vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur toutes les plateformes que je vous ai citées un petit peu plus tôt. Messieurs, vous avez participé à un grand nombre d'émissions, une petite émission qui vous a marqué peut-être, Simon pour commencer. Moi je dirais que c'est celle qu'on a réalisée avec, on a eu le plaisir d'accueillir Pauline Bourdon, la régionale de l'étape. Voilà, Pauline Bourdon Sensus, je trouve que c'était une émission très intéressante parce que Pauline a pu nous parler de sa vie de couple avec elle est en couple, elle est mariée avec Laure Sensus, Laure Bourdon Sensus qui est également son entraîneur en club. Elles ont été rivales à la fois en club et en sélection et je trouvais que c'était une belle émission. On a pu parler, on a pu à la fois déconner et à la fois parler de trucs sérieux, donc c'est celle que je retiendrai. Très bien. Paul, une petite émission que tu peux tellement, mettre en avant. Il y a eu tellement, franchement. Ouais, il a pas d'idée. Si. En vrai, tu as cité des invités. Atis Sogbe, c'était sympa. Il y a eu Joris Selon qui était cool. Oui, c'est vrai. Tu avais un peu parlé aussi de la retraite de Camille Lopez. C'était sympa. Du rôle de buteur aussi, c'était intéressant. Il n'y a pas longtemps, on a eu Sofiane Ditoun. C'était aussi cool d'avoir un mec qui a son expérience en plateau. Donc non, il y a eu. Puis c'est surtout des débats. Des saucisses qu'on retient quand même. Voilà, non, mais je me souviens d'un débat avec Nolodi sur Jalibert, c'était aussi intéressant. Ça a marqué un peu la saison, c'était cool. C'est vrai. Donc, non, il y a eu pas mal de beaux moments, quoi, franchement. Mais très bien, mais merci en tout cas. Bon, Et voilà, toi encore une fois. Moi, je dirais peut-être celle avec. T'attendais pas à celle-ci. Non, je m'y attendais pas forcément. Il y a eu celle avec Antoine Zegdar, c'était pas mal parce qu'on a pu avoir un mec qui a participé un peu à l'épopée, à cette des JO. Il y avait Vincent Franco qui était là, j'étais entouré de castrés, donc c'était plutôt bonne ambiance. T'étais cerné là, mon pote. J'étais cerné, mais c'était sympa de discuter des à côté et tout ça, de la vie de jeunes joueurs de rugby polyvalents entre le 15 et le 7. Bon voilà, en tout cas c'était le petit mot en début d'émission, voilà, pour vous dire que c'était donc la dernière. Salut à tous ceux qui arrivent tout doucement dans le chat. Pour le programme de l'émission, on va parler du 15 de France, forcément, dernier match des Bleus en Nouvelle-Zélande, le dernier test, ce sera à Hamilton samedi à 9h30, comme tous les matchs depuis le début de cette tournée. On va parler en longueur de l'Afrique du Sud, qui ne manque pas de faire parler d'elle. L'Afrique du Sud qui domine le rugby mondial aujourd'hui, c'est difficile de le contester, et qui fait preuve de beaucoup d'innovation. Voilà. Alors est-ce qu'on trouve que c'est une bonne vitrine ou non pour le rugby ? Est-ce que c'est du génie ou parfois un peu d'arrogance ? Voilà, ça sera un peu l'objet de notre débat un peu plus tard, et puis on fera les pronos avec le premier des 3 affrontements entre les Australiens et les Lions britanniques et irlandais aussi. C'est l'un des gros rendez-vous de ce week-end. Messieurs, on peut commencer par les actus en mêlée avant de passer au jeu et puis ensuite de dérouler le fil de l'émission si ça vous va. Bien sûr. Pas de souci, allez. Ça vous va ? Ouais. Allez, on est parti. Validé. Les actus en mêlée, on va parler du 15 de France parce que ce ne sera pas l'objet de notre débat. La composition officielle, elle est tombée. Ça y est, on a peu de surprises par rapport aux compositions probables qu'on avait un petit peu tout au long de la semaine. L'un des enseignements, c'est la titularisation d'Antoine Astoy.
par rapport à Joris Second, donc qu'on a nommé un peu plus tôt, qui lui a débuté les deux premiers tests. Qu'est-ce que vous retenez de cette composition? Fabien Galtier a dit qu'il avait fait la meilleure équipe possible, avec un peu un condensé de ceux qui ont marqué des points ou qui en ont perdu sur les deux premiers tests. Est-ce qu'il y a des choix forts que tu as envie de retenir particulièrement, Simon? Moi, je suis content de voir revenir Michael Guillard en 8. Voilà, je trouve que il aura vraiment marqué des points sur cette tournée. Enfin, avant ce troisième test, bien sûr, il faudra faire un bilan en temps voulu. Mais moi, je trouve que vraiment, c'est un joueur super intéressant qui évolue à un poste où, certes, on a aussi de la qualité, mais je pense que c'est bien d'ajouter un peu de concurrence à des joueurs qui sont installés, comme je pense à Greg Aldrit, par exemple. Il n'y en a pas tellement au final. Ouais, il n'y en a pas tellement, mais disons au-delà que de lui, celui qui. C'est très souvent lui, quoi. Il n'y a Ouais, pas ouais. vraiment de plan B. Il y a Non, pas c'est de vrai. rotation. Après, en troisième ligne, il y a du monde, donc tu peux repositionner Gelon, par exemple, si tu n'arrives pas à choisir entre Gelon, Gros, Gelon, Boudéan, etc. Si jamais Oui. Aldrit n'est pas Contrairement là. à d'autres postes où on parle souvent des demi de mêlée, même des 10, voire tu vois, même en troisième ligne, tu vois, c'est vrai qu'en 8, il n'y a pas non plus, il n'y avait pas énormément jusqu'à un peu l'avènement de Guillard aussi à ce poste-là. Gelon aussi qui a fini la saison au Stade Toulousain comme 8, mais sinon c'était un peu Aldrit ou pas grand-chose d'autre, quoi. Ouais. Il y avait Roumat, mais qui s'est jamais vraiment imposé à ce poste-là, donc c'est bien, je suis d'accord avec toi, de voir quelqu'un qui en plus a un peu ces caractéristiques-là, quoi. Et ça Qui peut, a lui, genre de ça peut lui puissance, servir à lui. Sacrée polyvalence pour aussi, essayer de choper une place dans le 15 ou au moins dans les 23 sur une feuille de match. Le fait d'être polyvalent, on sait que c'est important. Roumat, on essaie de lui faire le chemin inverse, c'est-à-dire numéro 8 et essayer de le tester en deuxième ligne pour qu'il soit polyvalent. La Guillard, lui, visiblement, ça fonctionne. C'est sûr que ça ajoute pour avoir une place dans les 23, en tout cas. J'ai l'impression que Guillard, tu peux le mettre en 4, tu peux le mettre en 5, tu peux le mettre en 8. Tu vois, Alex Roumat, je pense pas que c'est un excellent rugbyman, je pense pas qu'il fera un 5, il fera la maille en 5. Mais là, c'est vraiment un joueur complet, quoi, que je vois mobile, que je vois actif, que je vois bon ballon en main. En tout cas, il nous a manqué sur le deuxième test. Ah oui, justement, et dans le deuxième test, qui a été clairement plus compliqué, il y a Brennan qui a réussi à choper une place. Alors, il était deuxième ligne sur ce deuxième test. Là, il prend une place de flanqueur. Lui aussi, il a marqué des points et lui aussi, il montre qu'il est polyvalent. Alors, même si j'étais, pour pas mentir, je pense qu'il peut vraiment être meilleur, quoi. Et en tout cas, il a montré sur sa saison à Toulouse que c'est une des immenses satisfactions de la saison du Stade Toulousain. Et je pense qu'il peut vraiment encore être meilleur. Et après, c'est toujours difficile. Une première cape, tout ça, un premier match dans le contexte et tout. Donc, c'est un bouillon. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense c'est un des grands talents de cette équipe de France. Et c'est bien qu'il ait la possibilité d'enchaîner parce qu'il va pouvoir, je pense, monter en régime et être encore meilleur, je pense, samedi. Comme Mathias Alagaou. Hein. Oui. Franchement, il a lui aussi, les deux là en deuxième ligne pour le deuxième test, pour dire qu'on a souffert dans la dimension physique. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment les deux qui avaient réussi à tenir leur rang. Et moi, tout le monde s'accordait à dire qu'Alagaou, il fait vraiment du ménage, quoi. Et tu as besoin de tueurs à gages comme ça dans une équipe. Ça a manqué sur le premier test, le deuxième test, pardon, de densité. De densité, c'est vrai que on a rien contre des profils un peu comme Van Tonder, des mecs comme ça, même Abadi qui était en 8 et tout, mais c'est vrai que on l'avait dit la semaine dernière, quand on avait vu déjà la compo en troisième ligne, c'était un petit peu léger, quoi. C'était un peu léger. Là, moi, c'est vrai que la compo me plaît parce qu'on retrouve de la densité, on retrouve un peu de puissance et ça va coller un peu au plan de jeu de l'équipe de France qui va vouloir cogner fort, quoi. De toute façon, c'était l'objectif affiché sur ce troisième test, arriver justement avec toutes tes forces, les demi-finalistes qui sont de retour et faire un espace de condensé. Il y a une présence aussi que j'aimerais bien souligner, c'est celle sur le banc de Dobania, qui visiblement est passé devant Jonot dans la hiérarchie des numéros 9. Jonot, il a fait une entrée sur le premier test, qui n'était pas le test le moins abouti des deux. Et au final, il n'a pas fait une très grande rentrée. Il n'a pas fait une grande entrée, mais de là à se faire... parce que bon, si on parle d'avenir au poste, Jonot est quand même bien plus jeune que Dobania. Si dans le futur moyen, long terme... Non, mais je pense que Fabien Galtier a un plan, là, pour le coup...
mine de rien, on a quand même perdu 2 matchs. Ça arrive presque jamais sous l'ère Galtier. Je crois que c'est même la première fois, ou en tout cas, c'est pas souvent arrivé qu'on perde. S'il y a eu l'enchaînement Coupe du Monde, premier match du tournoi et tout. Oui, Irlande, Afrique du Sud puis Irlande. Du coup. Mais c'est vrai que ça arrive rarement quand même depuis quelques années. Donc, il s'agirait de pas être ridicule sur le 3e. Et de pouvoir l'emporter avec quand même plein de talent. Donc pour le coup, ils ont vraiment un plan. Je pense que Galtier, il veut pas rigoler. Et Daubagna a peut-être ce profil de gestionnaire un peu plus, d'expérience, avec tu vois, une longueur peut-être de jeu au pied, une précision que n'a peut-être pas encore Jono, qui peut être un peu plus un dynamiteur, mais du coup, quitte à faire des conneries en fin de match, tu vois, un peu peut-être qu'il veut la jeunesse. C'est justement ce qu'on reprochait à Baptiste Jono sur son entrée, d'avoir été très brouillon en fait. Voilà, c'est ça. Baptiste Jono, on l'a vu évoluer toute la saison avec Clermont, il a des qualités indéniables, c'est sûr, et surtout de dynamiteur. Il plaque comme un 9e avant. Il a vraiment des qualités intéressantes, mais je pense que là, son entrée vraiment brouillonne et surtout son manque de précision au jeu au pied a certainement joué en sa défaveur. Et pour en revenir à ce que tu disais, Théo, je pense que c'est aussi, comme tu dis, Jono, c'est l'avenir, c'est un des joueurs d'avenir. Je pense que là, ils ont voulu récompenser Thibaut Daubagna, peut-être qui a fait un très bon séjour en fait, qui a fait un très bon stage, et en le récompensant, une cape contre les Néo-Zélandais. Il y en a plein qui courent. Mais alors, en disant peut-être que Jono il en aura d'autres. Oui, mais alors, je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça, tu vois. Je pense pas que c'est sur une question de récompense. Je pense qu'ils veulent que Daubagna il rentre 5 minutes, parce que le Garrick va quand même pas sortir à la 45e sauf blessure, mais qui rentre un peu, tu vois, qui casse le rythme, qui la joue un peu, tu vois, filou, en espérant être devant quand il rentre, être devant et avoir ce profil-là un peu, tu vois. Peut-être qu'il a bien répondu aux attentes là-dessus, mais je pense pas que ça soit pour récompenser, tu vois, parce que t'as 6 ou 7 mecs ou 8, je sais plus, qui du coup ont fait le déplacement et le voyage à vide, et des mecs qui sont quand même, on parle de Léo Berdeux, on parle quand même de mecs qui sont Bamba, moi je comprends pas. Bamba est sur le banc là, heureusement, il était temps quoi. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, je pense pas qu'ils soient dans une optique de récompenser ou pas. Je pense que là, ils veulent vraiment gagner. Donc, je pense que Daubagna, il répond plus aux attentes actuellement que Jono, quoi. Tout simplement. Justement, tu as ouvert une porte à cette question-là. Si le 3e test est une nouvelle fois perdu, est-ce que la tournée est un fiasco, j'ai envie de dire, ou non, c'était prévisible plus ou moins avec les joueurs qui étaient envoyés là-bas? Fiasco, c'est un mot trop fort, je trouve. La tournée en Argentine est un fiasco. Oui. Voilà. La tournée en Nouvelle-Zélande ne serait pas un fiasco, ça serait une tournée, c'est un peu ce qu'on dit, c'est un peu l'ambiance du journal que vous pouvez retrouver dès ce soir en version numérique, c'est que ce serait une tournée un peu qui tombe dans l'oubli, quoi. Une tournée qui sert pas à grand chose. C'est pas emmerdant une tournée en Nouvelle-Zélande qui tombe dans l'oubli, quoi. Oui, alors ça pour le coup, oui, tu soulèves un bon truc. Ça serait peut-être emmerdant, mais le mot fiasco, ça serait vraiment, le côté. Mais est-ce que ce serait une réelle déception? Est-ce que ce serait une réelle déception de ne gagner aucun match en Nouvelle-Zélande avec cette équipe-là? Avec cette équipe-là, je pense qu'on aurait pu avoir l'ambition de remporter un match sur 2. Voilà. Moi je pense que sur le 2e test, si le staff avait misé sur la continuité et avait fait abstraction du 3e, parce que clairement le staff avait son plan très précis à l'avance on place cette équipe-là sur le premier, on fait tourner le 2e et on fait le mix des meilleurs ensuite sur le 3e. Je pense qu'on avait de légitimes ambitions à remporter le 2e, parce que honnêtement, moi ce premier test, il m'avait vraiment enthousiasmé. Et seulement, comme on est reparti d'une feuille blanche, moi c'est la gifle à plus de 40 points, elle m'a pas du tout étonné, parce que tu peux pas, comme je l'avais dit déjà sur ce plateau, tu fais un miracle une fois mais pas deux, quoi. Donc c'est vrai que on aurait pu viser une victoire. On verra ce week-end. Avec là, pour le coup, on a vraiment l'équipe la plus performante possible. Je pense que les Bleus ont une vraie carte à jouer, mais je dirais pas que ce sera un fiasco, parce que moi, je préfère voir le côté positif des choses. On a pu voir de nouveaux joueurs. Je pense que ça va remettre de l'émulation dans le groupe. Il y en a certains qui, quand même si on a pris le bouillon à la fois sur le premier et sur le 2e test, on a vu qu'il y avait toujours des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Guillard sur le premier, De Porter Barassi sur le 2e. Donc ça, même Brennan, tu vois, même Malagaou. Donc moi je trouve qu'il y a quand même des motifs de satisfaction. Puis après on s'est fait comme ça, le calendrier est fait comme ça, on peut pas arriver avec
nos finalistes, tous nos Non, ça, c'est demi-finalistes du premier. Donc on fait avec, quoi. Après, je trouve que la stratégie du staff est la bonne quand même. Pour faire une analogie avec le vélo, si tu tentes un coup sur une étape et que tu passes tout près, tu vas pas forcément refaire le coup à l'étape d'après. Tu vas peut-être attendre au moins 1 ou 2 étapes avant de tenter un gros coup. Donc, je pense qu'ils ont voulu gagner le premier avec leur c'est passé tout près. Remettre une grosse équipe une semaine après, tu aurais pris le risque aussi de encore perdre. Et être obligé de faire tourner. Alors que là, pour le coup, ils ont peut-être sans doute toutes les chances de ton côté sur le troisième. Le Guillard va arriver en forme, Filcou va arriver très en forme. Tu vois, tous ces profils-là seront quand même en canne. Donc Fischer. Fischer, des mecs qui ont besoin de, tu vois, des mecs devant qui ont beaucoup ferraillé et qui avaient quand même besoin de repos, type Fischer et tout. C'est des mecs qui, tu vois, là ils vont être à 100%, quoi. Ils n'auraient pas forcément été une semaine après, quoi. Non. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est Fabien Galtier en conférence de presse qui a dit: je voudrais qu'on soit arbitré comme l'équipe de France, c'est-à-dire arbitré comme une grande équipe. Alors la première question, c'est plus ou moins de l'intox, un jeu de poker menteur, etc. Mais alors pour un peu tout le monde, ça veut dire quoi être arbitré comme une grande équipe? C'est ça, tu sais, c'est une façon. Enfin, ça, c'est le jeu de tous les sélectionneurs. Tu regardes, les Anglo-Saxons sont excellents dans ce jeu-là. Les Eddie Jones, les Rassi Erasmus, les Scott Robertson, en d'autres époques, ceux qui les ont précédés, il y a toujours cette façon de mettre la pression à l'arbitrage. Ça veut dire quoi être arbitré comme une grande équipe? Va demander à toutes les équipes de top 14 qui disent la même chose à toutes les semaines. On n'est pas arbitré comme une grande équipe. Ça veut dire qu'une grande équipe on va dire qu'un arbitre a plus de pression. Non, mais sur les situations qui sont taille-taille, sur les situations qui sont 50-50, en gros, l'arbitre va en gros accorder la décision favorable à l'équipe qui performe. Parce qu'inconsciemment, il se dit c'est eux qui sont dominants et donc c'est eux qui... Oui, parce qu'il y a une équipe qui est certainement plus sous pression. Si elle gagne moins, donc les mecs, logiquement, sur le terrain doivent s'agacer davantage. Ils doivent avoir moins de patience. Alors que tu sais comme moi que quand... Tout va bien au rugby, quand le ballon, t'as le bon rebond, que la pièce elle tombe toujours du bon côté, les choses s'enchaînent et que la performance, c'est un cercle vertueux, quoi, en fait. Donc moi, je vois ça comme une façon pour Fabien Galtier de mettre un petit coup de pression, surtout maintenant en ce moment, on en parlera avec les Sud-Africains où le corps arbitral est un peu visé, comme lors de toutes les fenêtres internationales, et pour essayer de mettre un peu la pression, râler un coup, histoire de faire entendre sa voix, et voilà. Mais bon, après... Non, mais c'est pénible, après. C'est pénible. Pas que Fabien Galtier fasse ce jeu-là. Heureusement qu'il le fait. C'est son rôle, et franchement, des fois, ça manque même au rugby français. Ça, Tu trouves qu'on a mal été arbitré sur les 2 premiers matchs? Non, mais c'est que, en fait, aujourd'hui, tu es obligé de faire ça, quand même, pour, en gros, gagner des grandes compétitions, gagner des matchs internationaux, etc. T'es obligé. Aujourd'hui, la marge entre les grandes équipes, les top nations, elle est plus assez grande comme il y a quelques années. Donc, ça se joue sur, c'est un cliché, mais sur des petits détails, sur des petits trucs, sur des décisions. Et le fait de rentrer dans ce jeu-là, t'es obligé, parce que Scott Robertson l'a fait après le premier test, où c'est vrai que pour le coup, le premier test, j'avais trouvé que l'arbitrage avait été plutôt favorable pour les Bleus, où il y avait eu, c'est vrai que l'arbitre regardait chaque situation des Blacks, il était très très vigilant, comme s'il fallait un peu, pas se payer les Blacks, mais il y avait quand même un peu cette idée-là que, attention, le deuxième test, t'as quand même vu que le travail de l'ombre de Scott Robertson avait fonctionné, parce qu'il y a quand même beaucoup eu moins de communication, de pédagogie, réalisé avec les Français, très vite, beaucoup plus vite à la faute. Tu vois, et c'est vrai que là, Galtier est obligé pour dire attention, non, il faudrait que terrain neutre, remettez le curseur au milieu, quoi. Encore une fois, ça rejoint. C'est pénible un peu quand même. De devoir en arriver là, en fait. C'est pénible. De devoir en arriver là, de devoir le faire même quand t'es le Stade Toulousain, avant d'aller jouer au Leinster, par exemple, je me souviens en Coupe d'Europe, mais même pour d'autres clubs, tu vois, même
Rochelle, Vannes a pu le faire, La Rochelle a pu le faire. Kogara. Bon, tu vois, et après, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Je sais pas. J'ai l'impression que le Stade Rothbertson, ça a un peu fonctionné quand même dans la semaine. Après, il faut le faire finement, tu vois. Après, pour en revenir à ça, je trouve que ça renvoie vachement aux dynamiques et aux prestations des équipes, tout simplement. Sur le premier test, la Nouvelle-Zélande a été clairement. Oui, il n'y a pas de scandale, hein, attention. Hein. Donc, si tu veux, les mecs Fischer, Tixeron, tout ça, ils ont fait les shérifs dans les rugs. Donc, les Blacks, eux, c'était leur match de reprise. Ils ont été un peu surpris. Ils ont été un peu désarçonnés par ça. Du coup, ils ont pris plus de pénalités. On a vu que sur le deuxième test, avec une équipe de France ultra remaniée, mais tu vois, par exemple, dominante sur la ligne d'avantage. Bon, bah, au final, l'équipe qui subit, c'est celle qui a la plus. Mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de scandale. Mais par contre, Fabien Galtier vise plusieurs actions quand là en avant. Notamment dans des rucks, des positions. Bon, c'est très complexe, ça. On est sur des mêlées, sur quelques triches en mêlée, etc. Comme au premier match, le corps arbitral a donné l'impression de devoir tout contrôler, même un peu à l'excès sur les essais néo-zélandais, sur des situations. Sur le deuxième, ça a été moins fait, tu vois. Il y a eu un peu plus de laxisme, etc. Et du coup, la Fabien Galtier vise ça en disant attention, non, il faut faire pareil, quoi. Oui, il faut rester vigilant. Ça nous coûte 14 points, ça nous coûte beaucoup de pénalités en mêlée, etc. Très bien. Bon, on en reparlera en tout cas de voir si ça a porté ses fruits. On en parlera dans les pronos et puis au débrief aussi après ce match. Un petit mot, on a dépassé le chrono, mais je voulais juste faire un petit mot sur Léo Colli qui a officialisé, Bayonne a officialisé l'arrivée de Léo Colli pour la saison 2026-2027, donc c'est à la fin de la saison 2025-26. Voilà. Donc l'été prochain, il partira en direction de Bayonne. Bon. Première question, en tout cas première ouverture, c'est sur le fait d'annoncer un transfert un an avant qu'il soit effectif et alors que la saison avec le club dans lequel il est pour le moment n'a pas encore commencé. C'est un peu particulier. On a parlé un peu des mercatos, vous avez parlé un peu des mercatos la semaine dernière avec notamment Guy Toun et Manon Moreau présentés. Ouais. Là, on est en plein dedans là. Oui, on est en plein dedans, parce que c'est vrai qu'une fenêtre de mercato, ça permettrait quand même d'avoir des trucs qui sont officialisés dans cette fenêtre. Et puis on était allé un peu plus loin en disant pourquoi pas racheter des années de contrat, un truc un peu moins sombre que ce qu'est le rugby actuellement. Donc après, bon voilà, c'est une idée, mais là c'est vrai que pour le coup, oui, t'annonces un an avant. Bon, ça a été le cas avec Le Garec. Voilà, toi, tu suis Montpellier, mais Le Garec, c'était pas un an complet. C'était pas un an en septembre, c'était très tôt aussi quand même. C'était en septembre. Voilà. Mais après, moi. Juste pour toi qui suis un peu Montpellier, tu sais comment ça se passe dans ce club, quelle est la mentalité des coachs, etc. Ouais. Tu penses que ça peut lui porter préjudice sur la saison qui arrive? Je pense pas, parce que de toute façon, Léo Colli, cette année, il sera plus en concurrence avec Cobus Rena qui repart en Afrique du Sud, donc ça lui libère de l'horizon, mais en même temps, ils avaient acté le recrutement d'Ali Price, l'international écosseur, qui est quand même un sacré client sur l'échiquier mondial. Donc de toute façon, il aurait été il y aurait eu de la concurrence. Après, Léo Colli, il a eu, ça faisait plusieurs saisons qu'il était à Montpellier, il a quand même eu Il est arrivé en 2022. Voilà, il est arrivé en 2022. Il a eu sa chance, quoi. Je veux dire, et puis il a beaucoup joué, il a rendu de bons services, mais on sait que pour en venir à cette histoire, pourquoi on les annonce de plus en plus tôt, c'est parce que les clubs, en fait, ils cherchent des joueurs rares. Et un neuf, gif, buteur et performant, c'est hyper rare sur le marché. Nolan Le Garec, La Rochelle, il s'y était pas trompé, ça faisait des plombs qui travaillaient sur le dossier. Donc en fait, c'est vraiment des dossiers qu'ils anticipent et au final, on en arrive à ces situations-là. Parce qu'ils préfèrent que ce soit officiel plutôt que le club la prenne en cours de saison et disent il nous la met à l'envers, quoi. Au moins tout est clair. On travaille déjà sur la suite, mais voilà. Ouais, mais c'est le problème, tu vois, de pas racheter des fois des années de contrat, des trucs comme ça. C'est que en plus ça, racheter des années de contrat, maintenant qu'il y a de l'argent dans le rugby, ça permettrait, tu vois, les transferts tout simplement. Ouais, à Léo Colli de laisser un peu d'argent à Montpellier, ou tu vois, à Le Garec d'avoir un peu laissé d'argent, tu vois, au Racing, tu vois, des clubs qui ont aidé pour participer au développement. Là, tu connais très bien Codulot, le manager de Montpellier. C'est compliqué quand même pour un manager qui lui se voit sur le long terme, normal, il construit son équipe.
tu vois, entre guillemets, de filer les clés du camion quand même à quelqu'un qui part dans un an. Oui, C'est toujours un peu quand même compliqué. Tu te dis que tu repartiras dans zéro l'année prochaine. Oui, voilà. C'est quand clair. tu es manager, tu veux voir sur le long terme, tu veux voir la progression de ton équipe. Tu dis, ok Léo, t'as les clés du camion, l'équipe elle est autour de toi et tout. Dans un an tu pars. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que t'as pas envie de filer les clés du camion à quelqu'un qui va partir, mais ce que te disent souvent les managers, et moi pour en parler souvent avec Joan Codullo, c'est sûr, il faut avoir une vision sur le long terme, mais le problème c'est que le top 14 c'est du l'ultra court terme. Ouais, oui. Et en fait, c'est il mettra les meilleurs de semaine en semaine, les mecs qui prennent le bouillon 11 mois par an. Ils auront encore, ils seront en Challenge Cup, donc la priorité ce sera, je pense, le top 14. Mais tu te rends compte que le top 14 est tellement concurrentiel qu'il faut vraiment que tu alignes une équipe performante tous les week-ends. Et tu peux pas te permettre de faire la princesse et de te dire non, je le prends pas lui parce que tu peux pas te permettre de faire ça. Je mais t'assure que Léo Colli il aura du jeu. Tu me feras pas du temps de jeu. Tu me feras pas déroger à l'idée que si t'es Léo Colli, que t'es en concurrence, que t'as une dure concurrence, tu sais que tu pars dans un an dans un nouveau club, même s'ils sont tous compétiteurs, je remets pas en cause le côté compétiteur de Léo Colli, mais si c'est dur, et des fois il y a des saisons où c'est dur, est-ce qu'il fera tout comme s'il arrivait dans un nouveau club pour gagner ta place, etc. C'est une nouvelle vie, c'est un changement aussi de vie pour les mecs et tout. Est-ce que tu feras tout alors que tu sais que tu pars 6 mois après? Je sais pas. Oui, c'est compliqué. Le doute serait plutôt du côté de Léo Colli, en fait. Peut-être pas trop du staff. Non, mais plutôt, moi, je t'assure, du staff, il aura du temps de jeu. Forcément, mais du joueur, tu vois, s'il se dit bon, je suis pas trop dans les plans. Bon, l'autre il est bon. Est-ce que je vais me dépasser à fond, tu vois, à fond. Puis d'autant que tu as un contrat de 3 ans qui t'attend ailleurs. Après, c'est son statut prévu à Bayonne ne changera pas en fonction des performances qu'il fait là sur les 6 derniers mois avec Montpellier. Puis c'est pas attaquer l'homme, mais il faut trouver. Et tu vois, c'est pas du tout pour attaquer les joueurs, mais et c'est normal. Il faut qu'il trouve, tu vois, une nouvelle maison. Enfin bon, toutes les choses du quotidien quand même pour une nouvelle vie. Il part de Montpellier, il va sur la côte basque. C'est quand même un changement de vie. Après, il vient de Mont-de-Marsan, donc il est pas très très loin de chez lui. C'est vrai, il vient de Mont-de-Marsan, mais là d'où il vient. Ouais, il se rapproche de là d'où il vient, mais il y a quand même un changement. Ça m'inquiète pas plus que ça, mais après, on sait que les saisons sont super longues, et je pense que si on se place du point de vue des joueurs, une saison quand tu joues pas. Ça peut être super long et tu peux vraiment te donc faire t'as quand même envie de. Donc t'as quand même envie. T'as quand même envie. En plus, c'est pas un joueur, tu vois, qui a des problèmes qui est trop souvent blessé ou qui fait pas attention à lui. Non, bien sûr. C'est un athlète, donc. Non, mais au-delà de Léo Colli, je parlais de l'impression générale et de pouvoir un peu changer ça, parce que je trouve que même si Léo Colli doit être parfait et hyper professionnel, j'en doute pas, mais pour le coup tu te demandes toujours, quoi, tu vois. C'est normal. Et je pense que même quand t'es supporter, si ça se passe moins bien, tu vois, ça peut y avoir aussi des doutes, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, à voir. Très bien, ces actus qui ont été un peu prolongés, mais en même temps c'était intéressant de parler de ce truc-là, et surtout ça faisait écho à l'émission précédente. Messieurs, je propose de passer au jeu avant qu'on rentre dans le cœur du ruck, juste après ce petit jingle. Exactement, Simon. C'est un qui est. Bon, qui suis-je ou qui est, on l'appelle comme vous voulez. Et ensuite, tu auras une petite liste. Oh putain. Non, mais ça va aller, Paul. Une petite liste. Une petite liste de quoi? Alors, je prends mes. Tu verras. Je prends les fiches. D'abord, il y a le qui suis-je. Donc, je vais énumérer les informations au fur et à mesure. Et voilà, s'il y en a un qui a une idée ou qui pense avoir la bonne réponse, vous n'hésitez pas. Il y en a 3. Ça va aller assez vite. Allez. Je commence par le premier. Je suis un joueur extrêmement solide. International français depuis l'âge de 22 ans. Aldrit. C'est non. C'était en 2012. Pourtant, je n'ai disputé qu'une seule Coupe du Monde. Aujourd'hui, je compte quand même 55 sélections selon Wikipédia. En France, j'ai connu 4 clubs, dont le dernier dans lequel je suis arrivé à l'été 2024 en région parisienne. Lionel Nallet. Non. En 2024, Nallet. Non. Avec les Bleus, je suis l'éternel impact player. Mais j'offre pas mal de garanties à ce rôle-là quand même. Plusieurs autres membres de ma famille sont dans l'univers du rugby. 2 ont changé de club cet été. Tu peux revenir un peu en arrière? Je suis un joueur extrêmement solide, international français depuis l'âge de 22 ans, c'était en 2012. Je n'ai disputé qu'une seule Coupe du Monde, aujourd'hui je compte tout de même 55 sélections. En France, j'ai connu 4 clubs, dont le dernier dans lequel je suis arrivé à l'été 2024 en région parisienne. Non. En France, donc je suis arrivé à l'été 2024 dans ce club-là. Avec les Bleus, je suis l'éternel impact player, mais j'offre pas mal de garanties dans ce rôle-là. Plusieurs membres de ma famille sont dans l'univers rugby, dont 2 ont changé de club cet été. L'un pour partir à Montpellier, l'autre à Provence Rugby. Non.
Ils s'appellent, mes frères, enfin ils s'appellent les membres de ma famille, Donovan. Taufi Fenois. Et donc je suis Putain, je suis catastrophique. Romain Sébastien- Taufi Fenois. Romain, putain, oh là là. Romain Oh là là là. Ouais, on est Il faut catastrophique. se chauffer, messieurs, c'est pas grave. Ah, j'ai oublié que. Romain Tao, Tao, Désolé c'est pour en aller, Tao. mais tu m'as dit 2012. Mais non, mais Tao, j'y étais plus du tout. Non, sa première sélection. Catastrophique. Non, Romain Romain Taofenuak Taofenuak. qui a fait Perpignan, Toulon, Oui. Lyon, puis le Racing. Et le Racing. Impact player. éternel. éternel. Ouais. Voilà, c'était Oh là là, c'est Romain. Le nul. point est pour Simon tout de même. Waouh, pas Fanny. J'ai dit Tao avant, mais Oui, mais Il a bon, dit Romain, hein. j'ai cité Donovan. Il y avait et Sébastien. Donovan. j'ai dit Il y Sébastien. en avait plein, gros. Allez, on passe au suivant. Je suis un joueur évoluant dans un des championnats européens. Révélé notamment cette saison, révélé notamment la saison 2023-2024. J'ai effectué mes débuts en sélection cette année lors de la tournée de novembre. J'ai un physique relativement atypique pour mon poste car je mesure 1m93. En pro, j'ai connu qu'un seul club et compte 6 sélections. Pour mon premier match, j'inscris 14 points dans la pénalité de la gagne et je suis élu homme du match. Smith Ceci était avec la province irlandaise du Leinster. Je ouvre- Prendergast. Exactement, Prendergast. Prendergast. Bien joué, Paul qui recolle. Sam Prendergast. Il fait 1,93. Ah oui, c'est vrai. Prendergast, ouais. Waouh. Il fait Ah ouais, je 1m93. pensais pas, tu vois. Oui, c'est assez Ouais, il, étonnant pour savait un, pas. pour Ce un grand ouvreur. Ochala. Voilà, C'est lent, hein. c'est censé être le digne successeur de Jonathan. Oh là. Smith. Censé, ouais. Ouais, censé. C'est censé, c'est ce que j'ai dit. Il On est verra. jeune encore, mais Il est jeune. Le dernier pour la win. c'est vrai. Il va s'endurcir. hein. Setstone à ses débuts, c'était pas non plus. Non, mais. C'était pas, tu vois, il a fini grand défenseur, mais au début, c'était pas non plus. Non, puis, enfin, faut qu'il gagne du gaz. Faut Oui, qu'il oui. gagne du, Je pense qu'il a quand même de des qualités. l'incertitude. On lui a un peu, Bien sûr, on lui a il un peu fait caca dessus, je trouve quand même au Sur tournoi. ce tournoi parce que Ouais, on l'a un peu descendu tous. Ah, c'est pas non, non puis plus- il est jeune et puis ouvreur, Oui, c'est oui. un joueur, c'est un poste Oui, où tu arrives à maturité un peu plus tard. Dernier joueur, messieurs, je suis un joueur aux dimensions impressionnantes, Encore. réputé pour ma capacité à avancer sur chaque prise de balle. William Je suis C. issu d'une nation mineure du rugby. Arrivé en France en 2023, je rentre au pays cet été. Ma saison est assez mitigée, gêné par quelques blessures, je n'ai pas pris part aux phases finales de mon club en top 14. Oh, j'ai pas eu tout. Malheureusement, je n'ai pas pu disputer la Coupe du Monde 2023 avec mon équipe nationale blessée à la main. J'ai été élu la saison dernière 3e meilleur numéro 8 du championnat dans la revue de l'élite du Midi Olympique. Oh. Mon histoire avec la finale de top 14 de la saison dernière est malheureuse. Facundo. Ah, Tatafou Tevita Tatafou, bonne réponse, Paul. Malheureuse parce qu'il a écopé d'un carton jaune dès Ouais. la 6e minute. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Japonais, nation mineure du rugby. Oui. Ça Oui. va, c'est pas, Oui, c'est ça pas va. Ah, mal. j'avais oublié ça. J'allais dire Facundo. Tevita Tatafou, c'est donc Paul qui remporte ce premier quiz. Bravo à toi, Paul. 2-1. Bien joué, Paul. Merci. Quelle fin de saison. qui On finit n'est en pas non plus fanfare. extraordinaire, Quelle fin de je vous le dis. Non, On c'était- est arrivé sur les fins. Sur Sur les tu parlais de plus en plus doucement. J'étais sur les fins Je pense des qu'il y avait indices. pas- quoi, ouais, j'avais oui, oui, vu. voilà, c'est ça. Après, l'indice suivant, c'est mon prénom est Tevita, mon Ouais, famille est ouais. Tatafou. Ouais, voilà. Donc, Je joue à l'UBB. Voilà. Bon, messieurs, j'ai une liste à vous proposer. Allez. Vu qu'on est sur la dernière de la saison, avant du coup le début de la nouvelle saison et l'arrivée des nouveaux joueurs dans des nouveaux clubs. Messieurs, la liste, Je la sens pas du tout. Ouais, tout ouais. simplement, T'as l'œil qui brille là. ce sont les Comme joueurs nous a qui ont fasciné. changé de club cet été. Les joueurs qui ont changé de club, qui vont changer de club. Qui cet changent été. Qui changent de club cet été. Ok. Donc tous les joueurs qui Et là, sont on transférés cite cet tout été. le monde. Vous citez en top 14, hein. Vous citez qui vous voulez. Ça a duré 8 ans. Vous pouvez faire Ah, franchement, j'en ai pas beaucoup, celui moi. qui se trompe. Qui change de club. oui. Ça en fait quand même. euh, On peut partir de l'étranger pour vers la France. ou- oui, c'est des mecs qui arrivent qui changent de club, qui joueront en top 14 la saison prochaine. Ok. Bah écoute Simon, tu peux commencer. Adam Baird. Adam Baird, c'est une bonne réponse. T'as tout imprimé là. J'ai tout imprimé. Tu vas jamais trouver les noms. si, bien sûr. Si. Faut que tu dises les Montpellier. clubs, faut que tu dises les clubs. faut que tu Adam dises les- Baird, Montpellier. Oui, je vais dire, je vais rester Carbarlo. Carvalho, Stade à La français. Rochelle pour recruter Carvalho, deux mecs. Stade français. Ça va Ouais, être- bon, voilà. ça va être vite Oui, fait. ça va être. J'ai devoir vite changer de club, mais le problème, c'est que je peux pas du tout réviser. Carvalho qui va au Stade français. À Montpellier, ça va. Hein. Oui, à Montpellier, ça va toujours. Il y a toujours toujours de Simon. la rotation. Liam Gleason Ah, il va qui dire, arrive il a à cité Montpellier. Il a cité Bah, plus, moi, j'en ai 15. hein. faut le comprendre. Le Garec. Le Garec qui La arrive Rochelle. donc à La Rochelle. Non, on va changer un peu. Qui change de club. Louis Carbonel Louis Carbonel, effectivement, qui part du Stade français. qui va à Toulon. Hugo Pacom. Qui Hugo vient à La Pacom Rochelle. Je qui fais vient juste à les La Rochelais, je m'en Rochelle. fous. Juste. Qui c'est qui change de club Il y en a d'autres. Je vais tester, je vais aller sur Attention, hein. Bah, Ali Price qui arrive, Ali à Price. Montpellier. Oui. le. Nina Julie qui arrive à La Rochelle. Nina Julie qui arrive à La Rochelle. Il
Non, on va pas dire. Non, Vas-y. j'allais dire non. J'allais pense que partir sur une fausse Je piste pense que je vais gagner, Clem. avec Gaëton. Il va falloir se dépêcher. là. Oui, au Stade Français. Attends, arrête. 4, 3, J'en ai plein encore. Non mais attends, mon Plein. J'en ai c'était un premier point rouge pour Simon. Putain, il a combien de points rouges? On a le droit à deux. Ah oui, d'accord. Ah ouais, 2 points. Ça vient rouges. d'être inventé. Les listes, on a toujours droit à des erreurs. Teddy Paul. Thomas qui arrive à Toulouse. Exactement, Teddy Thomas qui part de La Rochelle pour Toulouse. Miracle Tamaka qui arrive à Montpellier. Un jeune de 20 ans. Laisse-moi vérifier dans mes Je pense qu'il n'est pas encore sur ta liste parce qu'on l'a sorti dans le journal là. D'accord, ok. Ouais. Ah. Georges-Henri Colombe qui arrive à Toulouse, Effectivement, qui part d'où? Henri Colombe. de La Rochelle. De La Rochelle. Teddy Thomas, Toulouse. Je l'ai déjà dit, Il non? vient de le dire. Ça Tu l'as fait dit des... Non, t'as dit Henri Colombe. Juste avant. Ah, juste avant, t'avais pas dit. avant, C'est un échec, Simon Valzer qui Ok. perd ce deuxième jeu. On va avoir du temps pour le débat, C'est c'est bien. di- c'est C'est la bonne nouvelle du jour. C'est difficile. Je me suis régalé. Hein. Ouais. Bien Putain, sûr. tu t'es régalé C'est à tout difficile parce qu'en imprimer. fait, il faut. Oui, bah, j'ai copié-collé le site. Hein. Sur le Ouais. site, on l'a fait, ça, de la Oui, c'est vrai. transfert. Voilà, vous pouvez retrouver tous les autres transferts. Il y en a. Il y en Non, avait mais 8. des gros transferts, qu'est-ce qu'il y a en vrai, pour le coup, un énorme transfert à part le Garrick pour le Alors, coup. On a du Fischer qui va à Bayonne. Fischer. Oui, putain, Fischer On qui a va- Cameron Wauquiez et Gaëtan Wauquiez à Barlow Bordeaux. qui vont à Bordeaux. Rovoki qui retourne à Euh, Bordeaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du. On a du Célevasio Tolofoa qui va à Clermont. Ouais. Qui sont quand même des joueurs assez importants du top 14. Wayne Nicolo à Lyon. Nicolo à Lyon. Oui, voilà, attends, exactement. là-bas. Gabin Laure. Sam Simons aussi. Gabin Laure à Lyon. Euh, Sam Simons qui. T'as Donovan Simon Taufenuwa Lyon, ouais. qui va à Lyon Ouais. aussi. Donovan Taufenuwa à Montpellier aussi. Il y a Yato. Pesselli Yato à Diaby Perpignan. Perpignan. Il y a Diaby à Perpignan. Carbono au Qui Racing d'autre pour remplacer le Garec. Ouais, Sob- Carbonneau. Patrick Sobella. Sobella qui va. Sobella qui. Quitte Perpi ou pas? Non, je me confonds. non, je pense que non, tu il- confonds. non. Non, je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Ça arrive aussi à Perpi, ils ont fait un super recrutement. Le Corvec, Mathéo Le Corvec, Teder, Corvec. Yato. Yato, Teder, voilà, Teder qui revient à Perpignan. Mercer aussi, Tuifoua. Zach Mercer à Toulon. À Toulon, Tuifoua et tout. Patrick Touifoua à Toulon. Bref. Non, mais c'est difficile parce qu'en fait, il faut se mettre dans un. dans un Oui, mood c'est pour penser, pas. c'est pas si- Quand les listes sont si grandes comme ça, on a tendance Ouais, à c'est vite oublier des trucs. Bon, voilà, en tout cas, c'est bravo Paul qui finit sur un 2/2 cette saison. Bravo. Qui finit en Bravo. faveur, qui a donc remporté le jeu de la dernière. Bravo à toi. Merci. On peut beaucoup. passer au débat, messieurs? Allez. C'est parti. T'as chaud, Simon? Oui. Est-ce que les micros sont pas coupés pendant les Il jingles? fait super bon sur ce plateau toujours depuis le début C'est bien aéré. de l'année, c'est génial. Le débat, donc au cœur du rock, l'Afrique du Sud fait-elle une belle publicité pour le rugby, une belle vitrine? C'est la meilleure nation mondiale, double championne du monde en titre, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il y a quelques points qui posent des questions. On peut les aborder les uns après les autres, mais il faut prendre le sujet dans sa globalité un petit peu. Alors dans un premier temps, il y a le jeu qui est proposé par les Sud-Africains. On peut commencer par ça. On peut commencer par sinon, ça. Le sujet va être trop large. Déjà sur. On peut commencer par ça, donc le jeu plutôt réducteur, on va dire, qui se base sur un paquet d'avant ultra dominant, sur des jeux au pied efficients. C'est ce qui a mis en difficulté l'équipe de France sur la dernière Coupe du Monde. C'est comme ça qu'ils ont remporté en tout cas la Coupe du Monde en 2023. Est-ce que ce jeu-là est une bonne pub pour le rugby ou finalement ça perd un peu de sa superbe et de son spectacle et on préfère voir jouer des équipes qui proposent un jeu un peu plus Moi, je enlevé. trouve que le jugement est un peu dur. Pour avoir suivi les Springboks pendant la Coupe du Monde 2023, je trouve que quand même cette équipe a pas mal évolué. Alors c'est sûr que c'est pas... Ça a évolué depuis 2023, oui. Ça a évolué, non, mais même depuis avant. Moi, j'ai souvenir des années où c'était Butch James à l'ouverture, et là, il y avait vraiment zéro jeu, quoi. Les Springboks jouaient comme les Bulls, qui à l'époque dominaient et le Super Rugby et le championnat des provinces, enfin du moins en tout cas qui était très performant en Super Rugby. Et là, ça te fait, souviens-toi de l'époque Mornestein, pour ne citer que lui. Là, l'Afrique du Sud, c'était vraiment. Moche. Je trouve quand même que aujourd'hui, même quand tu as un André Pollard, qui est pas un mec super, qui est pas Mathieu Jalibert, on va pas se mentir, ça joue quand même beaucoup plus fort. Il y a des trois quarts super intéressants. Bah, ils ont des centres quand même, ils ont Bah ouais, il y a Krill, Jesse Krill qui arrive à Daliende, mais se maintenir, c'est des joueurs très puissants quand même. Oui, mais il y a des mecs qui, tu vois, il y a des Kanan Moody qui est quand même une sorte de Rico Ioane à la sud-africaine
jeune, qui est un joueur super élancé, qui va pas foncer dans des murs. Kurtli Arence, un phéno aussi qui court. Enfin, ils savent donc aussi le jeu bien utiliser sud-africain, les trois quarts. Je trouve qu'il a vachement évolué. Moi, je trouve que là où c'est intéressant, les Sudaf, c'est qu'en termes de jeu, ils arrivent toujours c'est au niveau des innovations, quoi. Voilà, la semaine dernière, ils t'ont encore fait deux dingueries, quoi. Comme ce bloc de saut là, constitué en plein milieu, à l'entrée des 22 mètres. Pour le rappeler un peu pour ces innovations un petit peu surprenantes, il y a eu deux faits marquants. C'est le coup d'envoi donné sur moins de 10 mètres, donc qui rend une mêlée au milieu du terrain pour l'équipe qui doit la réceptionner. Donc les Sud-Africains ont volontairement fait un coup d'envoi de moins de 10 mètres pour commencer le match sur une mêlée contre l'Italie. Et pas seulement. Ils étaient en confiance. Pas seulement. Ils n'ont pas juste fait un coup d'envoi de moins de 10 mètres. Oui, qu'ils sont allés récupérer ensuite. Voilà. C'est vraiment ça la différence. Volontairement, mais c'est d'aller chercher. Parce que sinon, mêlée sur coup d'envoi. L'Italie aurait pu choisir soit la mêlée, soit de refaire le coup d'envoi. Ils avaient plusieurs options. Là, du coup, ils laissaient aucune option. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait que les Sud-Africains ont créé un ballon porté dans le jeu courant, c'est-à-dire que le ballon était plus ou moins au milieu du terrain et ils ont mis un bloc de saut, faire comme une touche mais au milieu du terrain, donc pour construire un ballon porté. Ça a été du jamais vu ou presque. Ça a été déjà fait, je crois. Ils l'ont déjà fait eux. Ouais, ils l'avaient déjà fait. Mais en tout cas, c'est pas grand monde le fait, en tout cas dans le rugby de très haut niveau. Moi je trouve, tu vois, ça c'est le dernier exemple, mais si je me souviens de la Coupe du Monde 2023, ils nous avaient fait des trucs, c'est eux qui ont inventé le Nuke Squad avec le 7-1, le fameux 7-1 qu'ils avaient fait 2 semaines avant la Coupe du Monde contre les Blacks à Londres. C'est eux qui ont inventé, qui nous avaient mis 4 demi de mêlée sur le terrain. Je me souviens, Afrique du Sud, Roumanie à Bordeaux. Ils inventent toujours des trucs, quoi. C'est toujours l'histoire des lumières, du système de lumière avec Rassi Erasmus perché en haut du stade pour communiquer avec son équipe. Enfin, je veux dire, moi j'adore les voir innover, quoi, tout le temps. Et ce Rassi Erasmus, tu peux le tourner comme tu veux. Mais moi, j'avais lu sa biographie et tu te rends compte qu'il a toujours eu un temps d'avance, même quand il entraînait les Cheetahs là, au fin fond de l'Afrique du Sud. Il a toujours essayé d'avoir un temps d'avance sur les autres. Et moi, cette innovation, je la trouve remarquable. Et c'est sûr que ça fout le seum à des nations comme la Nouvelle-Zélande ou même d'autres, parce que voilà, c'est plus eux les boss. À l'avant, c'était la Nouvelle-Zélande qui avait toujours ce temps d'avance par exemple, à demander à des ailiers d'aller contre Requet hyper fort, on s'en souvient, alors qu'avant, c'était pas le cas. Ou demander aux deuxième ligne de jouer en pivot au milieu du terrain, ça c'est plutôt les Néo-Zélandais. Mais il faut reconnaître quand même qu'ils ont un sacré génie, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Après, est-ce que l'Afrique du Sud a fait un beau champion du monde 2023 ? Non. Ça, j'en démords pas. Persister. Après, est-ce que l'Afrique du Sud aujourd'hui est une bonne vitrine pour le rugby ? Je dis oui. On peut les détester, on peut les adorer. Comme tu l'as dit, ils innovent. Moi, je pensais pas, sincèrement, qu'ils arriveraient toujours à être au top après cette Coupe du Monde. Je pensais que c'était un peu la dernière danse, un peu les au revoir. Parce qu'on a souligné l'âge moyen de leur équipe pendant la Coupe du Monde. On n'a pas parlé quasiment que de ça. Ils n'ont pas tant innové de ça dans cette Coupe du Monde. Ils ont un peu gagné ric-rac, tu vois, avec les polémiques qu'on sait, etc. Donc, je n'ai pas trouvé de ça. Mais là, depuis, en fait, moi, c'est depuis. Je trouve que depuis, il y a encore plus d'innovation. Il y a encore plus de choses de tenter. Les résultats sont toujours là. Ils perdent presque jamais. Donc, là, force est de constater et de reconnaître que le travail est bien fait, que nous, ça doit nous pousser aussi à nous surpasser, à du coup les faire chuter, quoi, tu vois, les faire chuter de leur piédestal. Donc pour le coup, c'est une bonne vitrine. Ils tentent des choses, ça fait des polémiques, mais des polémiques. Mais est-ce que ça peut pas agacer ? Est-ce que justement agacer, oui, mais agacer aussi ce côté un petit peu ironique que peut avoir Erasmus, un peu arrogant, tu vois. Si, mais est-ce que tu peux te dire, c'est pas trop dans l'esprit, il se fout un peu de la gueule des autres, il met beaucoup de pression sur l'arbitre, etc. Alors, moi, ce qui peut me déranger, c'est par exemple quand ils font des choses qui sont interdites et qui sont pas pris par la patrouille. Ça m'agace. Typiquement, le coup d'envoi, normalement, c'est pénalité. On a eu Mathieu Reynal qui l'a dit aussi sur Rugby-Rama. Cela, c'est aller contre l'esprit du jeu. Donc là, ça j'aime pas. Mais par contre, après, faire un ballon porté dans le jeu courant, etc., ça, l'Italie,
l'Italie avait des réponses à apporter là-dessus. Ils ont juste été mauvais pour le coup parce qu'ils avaient qu'à pas aller au contact. Le ballon porté aurait pas pu fonctionner, ils auraient pu aller directement sur le porteur, etc. Ils auraient pu tomber, un peu comme à l'époque où l'Italie avait eux-mêmes fait les rocks fantômes face à l'Angleterre. Donc ça c'est des trucs, si l'adversaire donc ça moi ça j'aime bien parce qu'en gros est-ce que l'adversaire va être en capacité de répondre, est-ce que si la France demain jouait l'Afrique du Sud, on serait en capacité de répondre à ça, de leur proposer aussi des choses. Ça c'est intéressant. Ça va demander en tout cas aux sélectionneurs de s'adapter. Voilà, quand ils font des choses qui sont options. Quand tu as l'impression qu'ils sont pas, c'est vrai, tu vois, qui sont dans leurs petits souliers, que l'arbitre du coup va pas les chercher, que du coup tu as l'impression qu'ils sont un peu au-dessus, tu vois, des règles. Ça peut un peu plus me déranger, tu vois. Parce que là, du coup, c'est pas une suprématie. Après, c'est plus, ils profitent à chaque fois des minuscules zones grises qu'il y a dans le règlement. Et puis pour proposer des trucs comme ça, il faut être hyper fort sur le règlement. C'est exactement comme dans les sports mécaniques, en F1 ou en MotoGP, quand tu vois qu'il y a une équipe qui est vraiment au-dessus. Là, si je peux citer un truc que je connais, c'est la MotoGP. Ducati, ces dernières années, est largement au-dessus parce qu'ils ont toujours trouvé la petite innovation technologique, la petite faille dans laquelle, tu sais, où la règle, en fait, où il n'y a pas de règle, et boum, ils te rajoutent un accessoire, et les autres marques gueulent, comme au rugby, les autres nations gueulent. Là, cette semaine, Jeff Wilson, Justin Marshall, tous les experts néo-zélandais, les anciens internationaux hurlaient au scandale en disant que World Rugby allait légiférer, tout ça. Donc c'est exactement la même chose. Ils mettent la pression pour les essayer marques elles gueulent, mais 2 mois après, les mecs, tu vois qu'ils ont exactement le même accessoire sur leur moto parce que ça marche en fait. Et donc oui, alors peut-être que World Rugby va apporter une réponse, mais bon, pour l'instant, enfin. Puis une équipe qui gagne, c'est dur de dire que c'est pas une bonne vitrine, tu vois. Enfin pour le coup, je trouve que c'est un peu rageux. Non mais c'est un peu rageux, tu vois. C'est un peu la Belgique avec la France en 2018, tu vois. Bon, faites mieux. Faites mieux, battez-nous et ok, on changera peut-être et en tout cas voilà, mais pour le coup ça marche. Voilà, encore une fois, s'ils vont pas au-delà des règles, s'ils font les choses dans l'ordre, en plus bon, ils ont quand même évolué. Comme tu disais au tout début, leur jeu, bon, c'est pas non plus, tu vois le Oyo de Christophe Furios, tu vois pour ça, avec tout le respect de compare l'Afrique du Sud à non, mais tu vois, ils ont un peu plus d'ambition. Tu vois, même je trouve que, tu vois, ce qu'ils nous avaient proposé en quart de finale avec ces chandelles, ces fausses chandelles, pas très profondes et tout, enfin, c'était intéressant quand même quand t'aimes le rugby et tout. Alors, tout le monde, sans doute, préfère le jeu des blacks. Et ça va sans dire, tu vois. C'est sûr que tu prends peut-être plus de plaisir sur 80 minutes. Mais il y a les Blacks, il y a la France et il y a l'Afrique du Sud. On a qu'à... Après, moi, l'Afrique du Sud, j'ai l'impression que ça reste quand même cette équipe. C'est une équipe qui a certainement, c'est pas une énorme fédération, c'est pas un pays qui roule sur l'or, loin de là. C'est pas les plus clinquants, tu vois, mais eux ils cherchent toujours à être le plus roublard, à trouver le petit truc en plus, quoi. Et là-dessus il faut leur rendre hommage parce que nous, si on avait les moyens de l'Afrique du Sud, franchement, je sais pas si on arrivera à faire un truc, avoir aussi peu de licenciés. Enfin, je veux dire, nous, on a de la chance, qu'on a vraiment le cul dans la soie, alors que eux, c'est vraiment dur. Et malgré tout ça, il faut aussi rappeler un truc, c'est qu'ils ont toujours gardé une super formation. Si je ne m'abuse, les Baby Box sont en finale du championnat du monde de 2020 et ils ont roulé sur tout le monde. Donc ça veut dire que même si au plus haut niveau, tu vois, Rassi Erasmus qui agace tout le monde, il va toujours être capable de trouver le petit truc et tout ça. Les Sudaf, enfin ça bosse bien au pays parce que quand même ils ont toujours des U20 qui roulent sur tout le monde, ce qui n'a pas été le cas de la Nouvelle-Zélande ces derniers temps. Là ils sont en train de se refaire la cerise, mais ils ont eu un sacré creux. Ouais, c'est donc vrai. Là, franchement, c'est tout à leur honneur. Après, ce qui peut... non, mais ça montre que voilà, ils voient aussi la formation, comme tu disais. Ils voient pas juste leur première équipe et tout. C'est intéressant parce que tu vois qu'il y a un suivi. C'est pas un one shot, tu vois. Tu vois que ça fait des années, donc c'est difficile de juger quand ça fait, tu vois. Après, si on veut aller un peu sur le côté négatif. Là, ça va rejoindre ce que je disais. C'est une fédération qui a moins de moyens, tout ça.
ce que tu peux regretter, c'est comment ils se servent du championnat japonais. Oui, voilà. Foutre leurs joueurs, un des volets du débat. Pour mettre leurs joueurs au frigo. Même, je suis allé au Japon, j'ai vu comment les Japonais s'entraînent. Les mecs, ils passent leur saison à s'entraîner et à se développer. Et ils jouent, je ne veux pas dire de bêtises, mais le championnat, c'est 10, 12, 14 matchs, quoi. Donc les mecs, ils les mettent c'est même pas au frigo, parce que les gars s'entraînent vraiment dur. Pour avoir vécu une journée avec l'équipe de Yamaha, je peux vous assurer que les mecs, c'est des barjots de travail. Donc résultat, moi, quand on est arrivé à la Coupe du Monde 2023, je me disais, les Faf de Klerk, les Jesse Krill, tout ça. Jesse Krill, il sortait de 2 ou 3 ans en deuxième division japonaise. C'est incroyable. Je me suis dit, mais non, mais il sera jamais au niveau du niveau international. Mais le mec, tu parles, il est monté en puissance. Sur les premiers matchs, c'était pas ça. Et souvenez-vous du match qu'il a fait contre la France. Bien sûr. Il nous a roulé dessus. Donc, si tu veux, c'est vrai qu'ils ont pas les moyens des autres. Donc, ils cherchent un peu à se raccrocher à tout. Et cette passerelle vers le Japon, c'est exactement ce que fait la Nouvelle-Zélande aussi. Après, Colby, Marx, ça se fait. Alors, à quel point joueur majeur de l'Afrique du Sud. Alors, à quel point c'est subi et à quel point c'est volontaire. Parce qu'on se souvient que tu vois, des entraîneurs, notamment d'équipes sud-africaines de clubs, ont regretté en fait cette migration de. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer autant qu'ils sont payés au Japon. Je suis pas sûr que ça soit qu'une volonté. Tu vois, je pense que c'est aussi des fois subi. Il y en a qui vont vers le Japon s'il y a beaucoup d'argent. Voilà. Pour le coup, c'est un peu le. Après, quand tu es un entraîneur sud-africain et que tu as dans ton effectif des joueurs des Springboks, moi je prends, je sais pas si l'entraîneur des Sharks, il était hyper heureux d'avoir Eben Etzebeth. Là, c'est un peu provoque ce que je dis, parce que bien sûr, tu sais que Eben Etzebeth sur ta phase finale du RC ou sur les matchs importants de ton championnat, il va te faire le taf. Mais bon, je serais curieux. Hormis ça, il joue jamais, quoi. Oui. C'est quelqu'un qui comme ils ont cette mentalité-là de mettre la sélection au-dessus de tout, masse salariale et qui te rapporte pas beaucoup. Donc, du coup, est-ce que c'est pas plus mal qu'un joueur de ce calibre aille au pour Japon. Le rayonnement de ton championnat et de tes provinces aussi que c'est bien d'avoir ces joueurs-là dans ton championnat. Après, là, si on au Japon. Après, si on décale là-dessus, tu vois, par contre, avoir les clubs sud-africains en Europe et tout, je trouve ça nul, tu vois. Je trouve ça vraiment, ça sert à rien. Et là, c'est pas une belle vitrine pour le rugby sud-africain. Mais pour son rugby à lui, parce que je trouve que tu vois, l'Afrique du Sud et les clubs sud-africains auraient dû rester en Super Rugby. Bien sûr, on a flingué on a flingué. Moi, quand j'en parle avec des gens de l'hémisphère sud, ils me disent tous la même chose. On a flingué le Super Rugby. Le Covid, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et là, la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande est comment dirais-je, est coupable, quoi, parce que c'est un peu eux qu'on virait un peu tout le monde, quoi, pour le coup. Donc les Cheetahs. Voilà, c'est pour le coup, voilà. Mais c'est vrai que ça fait chier, franchement, de voir ces joueurs-là qui brillent avec leur sélection. Prendre des raclés en Europe, pas jouer le jeu ou à demi, sur un match qu'ils ont ciblé dans l'année, ils vont taper un club, tu vois, typiquement français et tout, et pas le reste. Enfin, ça c'est un peu chiant, tu vois, c'est dommage. Du coup, alors que et ça nuit un peu du coup à le rayonnement du rugby sud-africain. La sélection brille énormément, les clubs ne brillent pas. Donc, oui, mais c'est parce que la sélection est la priorité absolue. C'est vrai, mais tu vois, quand t'étais jeune, quand t'étais jeune, t'étais fan des Blacks, mais t'étais gamin, t'avais sans doute aussi le maillot des Crusaders, tu vois. Et tu kiffais ça, tu kiffais Carter, tu t'aimais aussi ça, tu vois, un peu comme Dupont avec le Stade Toulousain ou des trucs comme ça, tu vois. Là, il y a pas ça avec l'Afrique du Sud et c'est un peu dommage, quoi. Ou trop peu souvent. Trop peu souvent. Tu te souviens du match de ouf Toulouse Sharks? Ouais. Le quart de finale, non, de Coupe d'Europe, je dis une connerie. Non, c'était quoi, non, c'est pas. Non, quand Colissi était venu ici à Toulouse, qu'il avait halluciné sur sur l'ambiance et le match avait été dingue parce que le Sudaf avait joué le jeu. Là, c'était leur équipe à pleine puissance et voilà, ça peut donner aussi des super. Mais cette année et notamment en Champions Cup ou en Challenge Cup, ne parlons pas de cette compétition. On a eu des cas d'impasse qui sont dérangeants et dans le même temps. Bon, heureusement, ça y est, là, le Super Rugby a retrouvé un peu d'incertitude et un peu de peps avec le redressement des franchises australiennes et la bonne saison des Moana Pacifica, mais globalement, il manque les Sud-Africains. Voilà, il manque je suis d'accord. Pour relever le niveau global de la compétition. Juste pour finir sur un truc, aujourd'hui, tu es en 2027, si je rêverais qu'on batte les Blacks en demi,
et qu'on batte l'Afrique du Sud en finale. Tu vois, et j'ai presque plus envie aujourd'hui de battre l'Afrique du Sud en finale que la Nouvelle-Zélande. Tu vois, j'aurais bien alors qu'il y a 10-15 ans, parce que c'est la référence. J'aurais inversé, tu vois, j'aurais dit Nouvelle-Zélande. Voilà. Maintenant, c'est la nouvelle référence et battre en finale de Coupe du Monde cette Afrique du Sud là, bah, ça me ferait vraiment kiffer, tu vois. Presque plus que les Blacks. On verra où ils en sont dans 2 ans. Bon, ils seront là, hein. T'inquiète. Hein. Ils seront là. Oh, franchement. Là déjà, tout le monde attend. Oui, voilà, le rugby championship le rugby qui arrive. Là, championship. les Néo-Zélandais, ils sont chauds comme des. Ouais, ils sont en train de se monter le crâne là Ils sont tous. chauds patates là. Ils en ont rien à secouer du dernier test contre la France. Ils se chauffent pour le rugby championship. Mais bon. Ce sera en septembre. Ouais. Ça va arriver très D'ailleurs, bientôt. ce que disait Jérémy Fada, envoyé spécial en Nouvelle-Zélande, disait que les questions en conférence de presse Ouais. avant le dernier test c'était que sur l'Afrique du Sud. Quoi. Ah. Bien sûr. C'est vrai. J'espère que ça remontera à nos petits Français et qu'ils vont nous faire un bon match contre les Blacks. Oui, mais en même temps, ça rend le rugby championship hyper excitant. En tout cas, ce Oui, pour match-là. le coup, ça c'est sûr. Ah Ouais. oui, là, faudra pas être dans le premier rock là. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, mon pote. En plus, là, avec les égos. je me relaisse. Les égos. Il faudrait qu'on fasse une en émission plus, pour ils sont en train savoir de monter, ah ouais. ils sont en Qu'est-ce train qu'ils de se vont- monter qu'est-ce le que crâne les Erasmus uns va- les autres. Qu'est-ce qu'il va nous faire? qu'est-ce qu'il va faire, parce que tu peux même Il va inverser peut-être le faire truc. il va Avant peut-être d'être, faire- il faut pas être dans la réaction, mais dans l'action, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il va il va pouvoir peut-être inventer inventer le 8-0. Que On des essaie- avants. On essaye d'anticiper ce que pourra faire Erasmus. Là, c'est Ouais. du rugby fiction. Ah ouais, parce bah, qu'honnêtement, ce qu'il je pense fait, qu'il a des c'est idées, hein. difficile Franchement. de l'anticiper. Ouais, c'est vrai. On va dire au revoir à nos téléspectateurs de Via Occitanie Allez. qui nous quittent pour cette dernière de la saison. Aussi, pour ceux qui nous regardent sur Via Occitanie, vous pouvez voir la suite de l'émission et toutes les autres sur toutes les plateformes de podcast, sur rugbyara.fr, sur YouTube également. Et puis ensuite, pour voir la suite de l'émission, on reste sur Twitch et on va passer assez rapidement au prono. Pour cette dernière partie d'émission. Voilà, tout ça, ça se passe sur Twitch, sur rugbyrama.fr, etc. Mais au revoir à ceux qui nous regardent sur Via Occitanie. Ciao. Ciao. Et on reste ensemble sur Twitch, évidemment, pour finir C'est sur la les dernière. pronos. Merci, messieurs, pour ce débat. On passe au pronos pour clôturer cette Allez. émission. Allez. Allez. Bon, on en a parlé un petit peu dans les actus en mêlée. Nouvelle-Zélande-France, forcément, on va commencer les pronos par ce 3e test. Le 15 de France qui est en quête d'une première victoire sur cette tournée en Nouvelle-Zélande. Ce sera donc samedi à 9h30 à Hamilton. Les Bleus et Fabien Galtier qui arrivent avec leur équipe la plus compétitive possible. On en a pas mal parlé. Est-ce que c'est suffisant face à des Néo-Zélandais qui ont fait relativement tourner? Est-ce que c'est suffisant pour finir sur une bonne note cette tournée? Ouais, ils ont selon fait vous tourner. Messieurs, c'est maintenant qu'il faut se jeter pour la dernière fois sur les pronos. Ils ont fait tourner ces insolents. Ces insolents Ouais. néo-zélandais, un petit peu Et, quand même. Oui, mais attention. Et au centre, Quinn Tupaea, Oui. Anton Linerbrand en 13, Ruben Love à l'arrière. Leur saison fait que débuter et je pense que Oui, les oui, mecs oui. du coup qui vont jouer ont envie de montrer qu'ils sont pas ridicules. Non, Attention à pas inverser le truc qu'on a reproché aux Néo-Zélandais en décrivant notre équipe de France en disant en gros c'est des peintres. Après, on n'a pas les moyens. On n'a pas les att- moyens de prendre de haut les Néo-Zélandais avec Non, notre mais équipe. je à sens la nous, petite tu vois. musique quand même entre guillemets. Ah, ils font tourner, ils s'en foutent, ils sont passés à autre chose, ils en ont rien à cirer de ce dernier match. Bon, attention, les mecs, ça reste quand même des Blacks. Les mecs qui vont jouer, ils ont envie de montrer que justement, c'est pas des peintres et qu'ils veulent peut-être intégrer l'équipe titulaire pour le Rugby Championship. Donc, eux ont tout à gagner de jouer sur l'émulation, etc. Donc, attention quand même. Et Attention. donc, bien sûr. Je pense que ça va être beaucoup plus serré que la semaine dernière, ça c'est certain. on espère. Je trouve quand même que nos amis Blacks, on commence à trouver des schémas où ils commencent vraiment à progresser, à monter en puissance et tout dans l'idée collective de leur jeu. Donc je suis un peu inquiet là-dessus, quoi. Je trouve que nous on manque de repères quand même. Donc on va faire un gros match, on va faire un match de costaud, de guerrier, il y a pas de problème. Est-ce que ça va suffire? Si ça suffit, ça sera de moins de 5 points, hein. Ça, j'en suis certain. Mais j'ai envie d'aller cocorico, j'ai envie de dire oui, parce qu'on va jouer sur le côté repartir avec une victoire absolument, quoi. Moi, j'aurais dit victoire Nouvelle-Zélande si Scott Robertson n'avait pas autant remanié son équipe. Mais ce que tu dis, Paul, je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'a vu sur les 2 premiers tests, mais là, j'ai l'impression que c'est plus du tout la même ligne de 3/4 qui va jouer. On change beaucoup de choses quand même. On change Damien McKenzie, alors c'est un joueur que j'adore, mais moins constant que Bowden Barrett. On change l'arrière, tu vois, Ruben Love, qui n'a pas une immense expérience du rugby international, même s'il est très performant en club. On change les centres et tout ça.
Moi, je sais pas. Je dirais. Moi, je pense qu'on peut viser une petite victoire parce que je me dis que tous ces progrès-là ne s'appliqueront peut-être pas forcément à cette ligne d'attaque-là. Du coup, je serais presque convaincu pour une victoire des Bleus. Moi, je dirais 26-22. Ah oui, Comme carrément. 4 points. Et toi? Moins de 5 points. Moi, je pense que. En fait, alors j'allais dire, honnêtement, en début d'émission, j'aurais peut-être dit plus la Nouvelle-Zélande. Parce que. Pour les arguments que tu présentais sur le côté, bah oui, ils montent en puissance dans leur préparation, etc. Et puis même, effectivement, les joueurs qui veulent marquer des points pour le Rugby Championship, parce que c'est le gros rendez-vous des Néo-Zélandais à moyen terme. Mais dans le même temps, le fait que les Français n'aient pas gagné un seul match, le fait que ça va se tourner, alors il y a deux lectures. Soit on se dit on va les prendre de haut, soit on se dit on va les prendre de haut, soit on se dit ils ne nous respectent pas. Mais tu vois, on peut aussi le lire comme ça. On a pris une défaite de peu de points, une branlée. Bon, troisième match, ils s'en fichent, ils envoient des remplaçants en tout cas sur le papier. Donc j'irai aussi sur une victoire de l'équipe de France parce que l'équipe de France a eu ses 2 premiers matchs pour se roder. Là, on a mis un peu les meilleurs des meilleurs qui ont plus aucune excuse. En fait. C'est-à-dire que là, il faut assumer. On a fait tourner l'excuse de fin de saison, fatigué, pas les demi-finalistes, etc. C'est terminé. Les All Blacks qui montent en puissance, qui ont une équipe prime. Là, tout ça, ça tient plus. Donc maintenant, il faut prendre ses responsabilités. Et je pense qu'il y a les joueurs pour, en tout cas dans cette équipe. Ouais. J'ai l'impression que Galtier a fait un bon mélange. J'ai l'impression que Galtier a fait un bon mélange entre les mecs qui ont marqué des points et en même temps les mecs qui, il a titillé un peu. Tu vois, Astoy par exemple, qui a été remplaçant sur les 2 premiers matchs. Là, tu lui donnes les clés du camion, qui aura envie de prouver, etc. Non, bien sûr. Moi, je mets juste un bon équilibre en tout cas. Là, sur le côté, on aurait joué les mecs qui avaient joué les 2 premiers, ils auraient quand même un peu manqué de gaz. C'est le début de leur saison. Ouais. Ils auraient été un peu moins sur la durée du match, peut-être un peu moins constant et tout, quoi, parce que bon, ça demande quand même des gros efforts. Là, du coup, en tout cas, ils vont pas manquer de fraîcheur, quoi, les Blacks. Ça, c'est sûr. Non. Peut-être de repères, oui, mais pas de fraîcheur. Nous, il va falloir. En fait, il va falloir qu'on fasse un match de patron, quoi, et pas un match à réaction. Il va falloir qu'on soit dans l'action pour moi si on veut gagner. Comme le premier. C'est ça, prendre ses responsabilités. Prendre nos responsabilités. Non, mais le premier, on pouvait faire. Tu leur sautes à la gorge. Ouais, mais pour moi, le premier, tu vois, on était un peu entre guillemets, le petit poussé, tu vois. Faut presque jouer comme le favori, en fait. Ouais, pour moi, il faut un peu plus jouer comme le favori. Là, on remet un peu en gros notre équipe du premier match, en gros, nos premiums de cette tournée. Donc, eux, ils font tourner, ils mettent du sang frais. Donc c'est plus à nous d'assumer les responsabilités et d'aller le gagner un peu en patron, quoi. En tout cas, Galtier a tout fait pour que ce match-là soit la finale plus ou moins de cette tournée-là et a tout fait pour que les joueurs qui jouent ce dernier test soient dans les meilleures conditions, en tout cas côté français. C'est ça. Bon, on verra si ça fonctionne. Là, on espère. Messieurs, rendez-vous samedi matin pour cette dernière émission. Merci à toi Théophile, merci pour Australie Lions, victoire des Lions. Chrono rapide. Ouais, je pense. Oui. Et puis après, je voulais faire rapidement Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande du 6 septembre, donc. Maintenant là. Comme ça, est-ce que les Sud-Africains sont trop forts? Est-ce que les Néo-Zélandais seront suffisamment remontés d'ici là? C'est en Afrique du Sud. Le problème, c'est que l'Afrique du Sud, ils n'ont pas encore affronté là, ce week-end, ils jouent la Géorgie. Il n'y a pas un match, c'est pas avant? Non. En Nouvelle-Zélande, il y a pas quand même bousculé par l'Italie. Peut-être que les Sudaf, ils sont pas encore aussi à leur prime là. Donc, je sais pas, là, ce serait vraiment difficile à. Ouais, à dire. Hyper dur à dire, surtout que bon, il y a quand même des mecs côté Black, on les a bien suivis, il y a quand même des mecs qui sont un peu blessés. Dans quel état, tu vois, dans quelle forme ils vont arriver? Est-ce qu'il y aura tous les joueurs de dispo? Moi, je mets quand même avantage. C'est Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, pardon, c'est en Nouvelle-Zélande le match. C'est en tout cas, je mets un petit avantage quand même toujours à l'Afrique du Sud sur le passif. Entre les 2 nations, l'Afrique du Sud a l'avantage, ils sont champions en titre, donc pour le coup, c'est plus la Nouvelle-Zélande qui doit renverser un peu la table. Donc pour quand même un petit avantage sur les Sudaf. Très bien, je voulais faire un petit mot là-dessus avant de nous quitter. Bon, merci en tout cas, messieurs, pour cette dernière de la saison. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, vous pouvez retrouver toutes les autres émissions sur toutes les plateformes de podcast, sur rugbyrama.fr, sur YouTube, etc. Nous, on se retrouve samedi pour la 3e mi-temps, dans la foulée de Nouvelle-Zélande-France. Et puis ensuite, on se retrouve la saison prochaine pour une nouvelle saison de Kick-Off Rugby. Allez. Quelques modifications, forcément. En tout cas, voilà, l'année prochaine. Et puis, bon été à tous. Bah oui, bon. Et puis, continuez de suivre. Bronzez bien, régalez-vous, suivez bien le rugby. Et jouez au rugby. C'est clair. Faites des touchés sur la plage. Touchés, voilà. Les touches.
Attention aux genoux sur les touchés. Hein. Ah, Bonne reprise de les prépa. croisés, tu connais. Parce que ça va bien. Oui, bien bonne Ouais, prépa bonne pour tous reprise ceux qui aux jouent. courageux qui Voilà, bien. Et bon broco à tous. Hein. Voilà, Bon bon broco, repos hein. à tous. Allez, Ça va génial. cracher les poumons. Bonne diagonale, c'est super. Ça va être sympa. Là. Toutes les fêtes là, du mois de juillet, on va devoir les éliminer. Là, donc, bon Par courage à reconnaissance de cause. Bon, allez, merci en tout cas Allez. à tous. Merci, messieurs, en plateau. Et à l'année prochaine. Ciao. Salut. Oh, l'interception à la dernière minute. Vas-y, mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.